Bonjour et bienvenue sur Future of Work. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Toledano, cancérologue, radiothérapeute, président de l'Institut Raphael et également professeur au CNAM. Bonjour Alain. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très détendu et plutôt content d'être là. Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui dans tes différentes activités? Alors j'ai deux activités essentielles. D'abord mon activité médicale de cancérologue. Je m'occupe d'un centre de radiothérapie où on traite des patients qui sont atteints de cancer par des rayons, guidés par des robots. Donc c'est très technique. J'ai aussi une activité de cancérologue où je traite des patients atteints de cancer avec des médicaments, des immunothérapies, des chimiothérapies, des thérapies ciblées. Ça c'est mon activité médicale. Et je m'occupe aussi d'une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle l'Institut Raphael et qui est là pour s'occuper de chaque patient dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va traiter le patient atteint de cancer, mais on va surtout traiter la personne et pas uniquement sa maladie. Donc à l'Institut Raphael, on va cohabiter des médecins et des acteurs de santé paramédicaux, sexologues, sophrologues, psychologues, nutritionnistes, 90 soignants qui travaillent main dans la main, 40 disciplines. Et on va co-construire avec tous nos patients des parcours d'accompagnement qui vont être orientés pour chaque patient vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et on a décidé d'offrir gratuitement tous ces soins aux patients et de les évaluer pour montrer qu'en s'occupant de chacun de façon globale, c'est mieux que si on se contentait de s'occuper que de la maladie. Et comment t'es venue, toi, l'idée ou l'envie de devenir cancérologue et de monter tous ces projets? Au début, dans notre parcours médical, ce qui nous intéresse, ce sont les études de médecine. Elles sont belles parce qu'on comprend plein de choses sur le corps humain, qui est une machine extraordinaire qui est animée de quelque chose de supérieur. Et au fur et à mesure, en découvrant les patients et les différents métiers en médecine, on a le choix. Vous avez de la médecine esthétique, avec tout un pan sur l'image de soi, qui est un vrai pan de la médecine. Vous avez de la médecine fonctionnelle. C'est sûr que casser un genou quand on est footballeur comme moi, c'est un vrai sujet d'être réparé. Et vous avez de la médecine de maladies graves, avec cette gravité qui crée un lien, une relation à l'autre, beaucoup plus intense. Et avec des enjeux scientifiques aussi un peu différents, puisque le cancer est une maladie complexe, mais avec d'énormes innovations. On a fait des progrès. Et c'est très épanouissant, mais c'est vrai que la relation à l'autre est très différente. Et qu'est-ce qui, toi, te motive aujourd'hui chaque matin pour faire ce que tu fais et dans tes différentes activités? J'ai une partie de ma journée où je vais te motiver par détruire la maladie et apporter à chacun, grâce à la science qui est belle, de la quantité de vie. Tu as une tumeur à 2 mm du nerf optique, comment garder la vue et traiter la tumeur avec un robot qui envoie des rayons qui ne font pas mal et qui fait le travail. Ça, c'est super. Mais si on rajoute de la quantité de vie et pas de la qualité de vie, on s'est trompé. Parce que le patient en face de nous, on doit gérer son risque, mais la perception de son risque. S'il a peur et il est emprisonné par la peur, et qu'il a rompu ses équilibres de vie, finalement, on va ne faire qu'une partie du travail. Donc, je suis très content d'être dans une médecine très technique et scientifique, Oui. mais il est indispensable d'envisager la médecine au sens large. Parce que tu sais ce qu'est la médecine, c'est toutes les connaissances scientifiques et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour soulager, prévenir, traiter les maladies, les blessures et les infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne. Et des fois, avec des mots qu'on n'a pas prononcés, on fait du mal à quelqu'un. Donc, dans l'art de la communication, dans la gestion de l'incertitude, dans le fait d'être capable de susciter de l'espoir, dans la relation de confiance que nous allons fabriquer, il y a énormément d'enjeux. Mais également dans ce qu'on va donner à l'autre. Qu'est-ce que tu lui donnes à l'autre? Une expertise technique? Il faut lui donner du temps, parce que le temps, c'est de la qualité pour entrer en lien. Il faut savoir le considérer, l'écoute active. Il faut apprendre à reformuler, il faut mobiliser les ressources de chacun. Donc cette médecine, si elle est préemptée par la technique, elle est moins belle que si elle est globale, que si elle intègre toutes les dimensions de la santé. Une santé qui n'est pas que l'absence de maladie, mais qui va se composer de la santé psychologique, de la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale,
la santé culturelle. Et donc mon travail aujourd'hui, c'est de mettre en place des programmes de santé intégrative. Et sur le plan clinique, avec l'Institut Raphaël, et sur le plan académique, au Conservatoire national des arts et métiers. Je t'ai découvert à l'Institut Raphaël et j'ai été épatée de voir ce que vous proposiez d'un point de vue réellement holistique auprès des patients. D'ailleurs, en plus, auprès des personnes qui ont vécu le cancer, auprès des accompagnants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que. Quelles sont toutes les personnes qui aujourd'hui peuvent en bénéficier ? Alors au début, on a commencé en consacrant un programme sur l'après-cancer, une période oubliée. Puis on s'est occupé des aidants qui souffraient autant. Puis aussi des maladies chroniques. On sait qu'il y a 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques. Ça peut être du diabète, de l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes neurologiques, etc. Et tout le monde souffre. Au-delà de la maladie, on ne va pas mettre des étiquettes sur les gens. Et ensuite, on a commencé à prendre en charge les enfants des parents atteints, puis maintenant les enfants malades. Donc chaque année, on a évolué pour essayer d'avoir une approche complète en santé intégrative. Et donc en 6 ans d'existence, notre association a offert plus de 100 000 soins à 6 000 nouveaux patients. Et on a montré qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments, qu'on a diminué les troubles de l'isolement chez des gens pourtant très bien entourés. Les troubles du transit, les troubles du sommeil, tout ce qui va miner la vie de chaque patient au-delà de sa maladie. Que les méfaits soient dus à la maladie ou au traitement, on s'en moque. Le plus important, c'est de s'occuper des gens qui cherchent à combler leur déséquilibre ou à trouver de nouveaux équilibres, mais quand n'importe quelle maladie s'invite. Et la peur qui va avec, une peur de mourir, une peur de souffrir, eh bien on déséquilibre à peu près la vie de tout le monde. Donc on ne peut pas faire de la médecine technique et laisser les gens tout seuls. Il faut arriver à combiner les deux, et c'est pour ça que l'entreprise de médecine libérale très technique, pour moi, elle est tout à fait complémentaire à cette entreprise sociale, où on va intégrer des soignants, des thérapies non médicamenteuses, prendre ce qu'il y a de meilleur dans la médecine dite conventionnelle et dans les médecines complémentaires, et repositionner le patient au centre. Et c'est ça la médecine intégrative. Et toi, en tant que dirigeant, donc il y a le centre Hartmann sur toute la partie radiothérapie et l'Institut Raphaël. Comment est-ce que tu gères, en tant que dirigeant, ces deux entreprises ? Alors d'abord, ce qu'il faut, c'est avoir la foi et être convaincu que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens. Donc quand on gère un plateau technique avec 10 métiers, une centaine de personnes, c'est entre guillemets un peu pyramidal. Il faut qu'il y ait une forme d'efficience, parce qu'entre des informaticiens, des physiciens, du contrôle qualité, des techniciens manipulateurs, avec des process, c'est un peu comme dans l'aviation. Quand vous avez 300 ou 400 patients qui passent chaque jour, il faut une organisation de travail. Donc là, on doit avoir beaucoup de rigueur pour offrir un service de qualité. Le service en médecine, c'est quelque chose d'important. Le patient n'est pas obligé d'être assujetti à un système qui le chosifie. Donc un mode de gestion, quand on parle de technique, qui est un peu différent à l'Institut Raphaël d'un temps dédié aux patients, où il ne va pas y avoir de baromètre quantitatif. Ça va être plus sur le quali, sur l'expérientiel. Et là, on va travailler sur le plan managérial avec d'autres approches, de l'intelligence collective, du non pyramidal. Et moi, je crois au système complexe. L'individu, c'est un système complexe, il n'est pas binaire. Tu n'es pas l'assortiment des particules qui te caractérisent, tu dépends de ton passé, les réactions sont parfois imprévisibles. Puisqu'on est des systèmes complexes, pourquoi on rendrait ça binaire et on simplifierait? Il faut pouvoir gérer un patient, rentrer dans son histoire. À deux, on est un système plus complexe. On va l'aider à s'autoréguler, on va apporter de nouveaux outils. Donc bien sûr que c'est beau la médecine et tous les traitements de haute précision, mais gérer les individus, c'est un peu plus complexe. Et aujourd'hui, tu utilises, toi, cette approche-là avec tes équipes aussi, avec tes salariés ? On dit toujours l'éthique d'exemplarité. Dans la réalité, on n'est pas exemplaire. Ton niveau de frustration, de tension, ou ton imaginaire n'est jamais le même que celui en face. Moi, je cherche des équipes complémentaires. On ne cherche pas à avoir des clones. Donc, c'est vrai que si on a des médecins qui vont être performants sur des actes techniques sur un temps court, tu sais que les médecins coupent la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne. Il faut 90 secondes pour exprimer une émotion simple. Mais si tu demandes à quelqu'un « ça va », et il sait que le temps va être court, il va te dire « ça va ». Si tu lui laisses parler 3 minutes, tu verras que 50% des gens sont déprimés.
Alors, si tu laisses 10-15 minutes, peut-être que tu percevras les troubles sexuels et d'autres aspects complexes que les gens ne livrent pas. Donc sur un temps dédié, quand on est à l'écoute, on peut travailler avec quelqu'un pour faire des bons diagnostics sur ces déséquilibres et arriver à pouvoir l'accompagner quand on a le système qui nous permet de le faire. Bien sûr que ça ferait des économies d'échelle, mais on créerait de la valeur en santé, et c'est bien là le sujet. Donc l'écoute qui reste importante, que ce soit pour tes patients ou avec tes équipes qui collaborent aussi. C'est un peu la doctrine d'Emmanuel Levinas, le philosophe. C'est l'éthique d'autrui. On a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Pas seulement le devoir d'accueil ou de non-abandon, mais on doit quelque chose à l'autre. Pour se sortir de sa condition, il faut être utile pour l'autre. Cet élément que tu partages me fait écho à tout ce que j'entends sur la quête de sens de nombreuses personnes et de se dire, ce qui me nourrit, moi, dans mon quotidien, c'est le fait de pouvoir contribuer. Et à contrario, je ne me sens pas bien dans mon job actuellement, dans mon activité, parce que j'ai l'impression de ne pas être utile. Donc c'est vraiment un levier qui me semble important dans le fait d'être animé à se lever chaque jour ou d'avoir ce sentiment de satisfaction chaque soir lorsqu'on va se coucher. Alors, on va prendre l'exemple simple. Les infirmières et les aides-soignantes sont 1 million en France. 40% veulent changer de métier par crise de sens. Ce matin, je discutais avec une jeune infirmière dans un service de cancérologie qui a la trentaine, qui était en larmes. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je viens de voir 25 patients pour leur prendre la tension. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec eux. Je dis, c'est dommage, parce qu'il y a un robot aujourd'hui qui peut rentrer dans toutes les chambres, prendre la tension. Ça laisserait du temps pour réhumaniser le soin et lui permettre de faire son métier, qui est de s'occuper des gens, pas de mettre des brassards sur des bras. Donc il va falloir qu'on développe des outils, mais surtout qu'on pense les métiers différemment. On ne peut pas créer des gens frustrés et des gens déçus. Elle ne s'est pas engagée dans le système de santé pour faire fortune, elle doit en vivre dignement, mais elle a surtout besoin d'entrer en relation avec la fragilité, pas d'être un acteur d'une série de choses techniques qui s'empilent et se sentir exclu de la relation. De quoi tu es le plus fier, toi, par rapport à tes réalisations sur ces dernières années? Sans aucun doute, c'est d'avoir refusé le conformisme. C'est-à-dire, je me suis trouvé ou retrouvé à partir du moment où j'ai dit non à ce qui m'était proposé. C'est coûteux en temps, c'est coûteux en argent, mais au moins, c'est valorisant sur le plan de la démarche du sens et surtout des résultats. Donc on est des acteurs de la santé, il faut contribuer à magnifier un système qu'on a trouvé qui était pas mal, mais qui se dégrade. Il y a 25 ans, on était premier en médecine dans le monde. Maintenant, dans les meilleurs classements, on n'est même pas 15e, alors qu'on dépense 300 milliards d'euros. On ne pourra pas continuer à nourrir le mécontentement des usagers, la frustration des professionnels. On ne pourra pas rajouter beaucoup de centaines de milliards, on ne peut pas. Donc il faut passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Donc c'est à nous de transformer le système. Et pour transformer, il faut former. D'où l'importance de l'enseignement, de la recherche. C'est structurant, mais d'abord quand on enseigne, on apprend une deuxième fois. Puis on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce que l'on est. Donc ça nous oblige. Et donc il faut arriver avec les patients à être dignes de leur confiance, mais comme avec les étudiants. Aujourd'hui, vous devez incarner, ou pas, mais on ne peut pas faire les choses à moitié. Si vous voulez créer un mouvement et du sens, il faut que ça en ait. Les gens, ils s'engagent, il faut que leur projet personnel d'épanouissement dépende d'un projet collectif d'épanouissement. Sinon, on ne voit pas le sens de l'histoire. Et ça peut être dans tous les corps de métier, puisque nos patients, ils viennent de toutes les sphères de la société. Donc finalement, on voyage en permanence, en consultation. Et beaucoup de gens sont en souffrance de cette panne de sens. Il y a le management, mais il y a aussi la manière avec laquelle on regarde les choses. Et ce projet personnel, il faut le remettre en question souvent. Vous pouvez vous lever un matin et puis vous dire, bon, ça ne me va pas, et puis trouver un sens différent. Parce que vous avez une surprise de conscience. Mais ça, c'est nos arts thérapeutes qui parlent comme ça. La surprise de conscience. Et ce n'est pas forcément avec un langage verbal.
on a une communication qui dépasse le verbe. La médecine est très technique, il faut qu'elle s'ouvre. Le médecin, c'est le maillon d'une chaîne qui le dépasse. C'est pour ça qu'un temps dédié pour faire un soin onco-esthétique, travailler avec un prof d'activité physique adapté sur la motivation, refaire un régime alimentaire, reprendre le plaisir de la table, trouver une manière de retourner dans son emploi quand on a eu un arrêt de travail long, en trouvant un autre sens à son action et en acceptant que son expérience soit une expertise et finalement qu'on retourne au travail plus fort sans avoir peur d'être regardé comme quelqu'un qui a eu un cancer. Tu parles d'enseignement, tu parlais d'enseignement à l'instant. À qui s'adressent justement les cours que vous dispensez au niveau du CNAM et comment est-ce que vous amenez justement cette approche intégrative? Il y a plusieurs publics. Les professionnels de santé médecins, mais les non-médecins. Donc par exemple, on a monté un enseignement qui s'appelle la coordination de parcours de santé, qui va nécessiter des connaissances, mais des compétences relationnelles, des qualités d'écoute, mais une manière de faire la synthèse, de définir des objectifs de vie, de connaître les disciplines autour de soi. Il y a une manière avec laquelle on rentre dans les métiers pas que du soin, mais du prendre soin. Et de toutes les façons, on n'est pas dans une logique de consommation des soins. Chaque parcours doit être personnalisé. Donc je vous donne un exemple. La méditation, pour certains, ça ne fait pas partie de leur culture. Ils ne veulent pas en entendre parler. On a énormément d'études, bien faites, avec une robustesse scientifique, qui montrent que vous diminuez de 30% le taux d'anxiété et de 20% le taux de dépression à 8 semaines. Pourquoi on rembourserait le comprimé d'antidépresseurs et pas le programme de méditation? Oui. Le mal de dos, c'est pareil. C'est un fléau qui coûte des dizaines de milliards d'euros. Vous pouvez rembourser un comprimé d'antidouleur. Et pour certains qui n'ont même pas montré leurs bénéfices, mais par contre, renforcer la sangle abdominale avec des kinés ou des ostéopathes qui enseignent les postures à l'école du dos, là, on ne le fait pas. Donc là, on a un parti pris culturel qui nous empêche d'intégrer de nombreux éléments bénéfiques dans la dynamique en santé. Des fois, c'est juste par peur de la dérive sectaire qui existe, qui est 5%, qui est très minoritaire. Mais aujourd'hui, on a besoin de construire des équipes et des parcours patients avec une autre vision de la santé, en intégrant ce qu'il y a de mieux dans la science dure, mais également dans les sciences humaines. C'est un changement assez important de paradigme et qui nécessite, effectivement, tu parlais de culture, un changement culturel. Est-ce que toi, tu as vu ce type d'approche-là dans d'autres pays qui sont précurseurs, justement, et au sein desquels tu as pu, toi aussi, puiser des approches innovantes? Oui, bien sûr. Alors, on a un modèle américain, c'est que la France, c'est 300 milliards d'euros, son budget en santé. Dans le monde, c'est 6 000 milliards d'euros, la santé. Mais 3 000 milliards, c'est les États-Unis. Donc, ils surconsomment peut-être des compléments alimentaires, mais en tout cas, il y a une notion de service. Et donc, il y a une espèce de robustesse dans les offres. Donc, il y a plus de 50% des facultés de médecine qui ont des départements de médecine intégrative et un enseignement dédié. Donc, il y a une forme de pragmatisme anglo-saxon, qui est un peu loin d'un paternalisme latin qu'on a dans nos sociétés, avec un dogmatisme qui s'est installé plutôt qu'une ouverture d'esprit et une scientification de la démarche. Alors bien sûr, on a un consortium européen avec nos amis italiens, nos amis belges, nos amis espagnols, les portugais aussi qui travaillent bien. Je crois que dans chaque culture de santé, les soignants disent la même chose, les patients disent la même chose. Les administrations veulent réguler des budgets. Elles ont bien raison, mais il y a un moment, il va falloir investir sur l'humain et transformer la doctrine si on veut que ça coûte moins cher. Parce que 40% des cancers sont évitables, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, mais on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc si on sait travailler sur l'alcool, tabac, sédentarité, surpoids, les addictions, la remise au sport, le bien manger, on a fait un boulot qui dépasse très largement les résultats sur le plan même médico-économique que si on est dans le tout curatif avec des pilules. On a besoin de nos pilules, mais ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que toi, tu choisis, ou en tout cas, tu donnes cette orientation pour choisir les équipes qui t'accompagnent justement dans tes différentes missions? Je vais répondre à côté, mais pas à côté. C'est quoi la différence entre la responsabilité et le devoir? La responsabilité, c'est très juridique. Donc la grille de lecture, la fiche de poste.
Mais le devoir, il y a un engagement moral. Moi, je pense qu'il faut un contrat moral avec les uns les autres. Je pense d'une éthique de société qui est basée sur la justice. Il faut changer l'éthique de la société qui serait basée sur le care, sur les attentions particulières, sur la disponibilité affective, sur le soi relationnel, sur l'acceptation émotionnelle. On ne peut pas vivre qu'avec nos raisonnements. On a besoin d'être raisonnable. Mais on a besoin aussi de travailler sur toutes ces émotions qui nous font donner du sens, être déçus, avoir peur, nous éloigner, nous rapprocher. Sans émotion, et ça a été démontré, les gens peuvent avoir une vie la plus rangée du monde, elle n'a aucune saveur et ils vivront moins longtemps. Donc il faut accepter sa condition et faire en sorte d'avoir une santé émotionnelle, une santé psychologique, une santé sociale, une santé culturelle, par exemple. Quand on regarde le beau, quel que soit le beau, l'émotion esthétique, ça nous reconnecte au temps présent. Ça nous refait formuler un projet de vie. Et il y a des pays où on a montré qu'en visitant des musées, on diminue la consommation de médicaments chez les patients atteints de maladies chroniques. Pourquoi il n'y aurait pas une ordonnance muséale comme il y a une ordonnance médicamenteuse? On n'est pas moins sensible au beau parce qu'on a une petite boule dans l'épaule ou dans le sein. Ça ne nous caractérise pas, on ne va pas mettre des étiquettes sur les gens. Et comment toute cette vision pourrait-elle être transférable dans les entreprises un peu plus corporate? Pour moi, c'est la meilleure question. Si ta qualité de vie au travail, dont on sait qu'elle porte l'efficience de ton entreprise, dont la valeur n'est pas que ce qu'elle produit, mais si ta qualité de vie au travail, c'est un baby-foot, tu passes à côté. C'est comme le médicament. Tu veux une incarnation physique, mais sur le plan culturel, on a passé le sujet. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des baby-foot. Mais la santé au travail, la santé sociale, l'épanouissement, les équilibres, c'est un vrai sujet. Si tu es sous le coup d'un stress permanent, en pré-burnout, qu'est-ce que tu vas avoir comme impact économique pour ta boîte ou la société? Et des fois, tout le monde connaît ça, la communication. Enfin bon. Donc les ressources humaines qui gèrent des promotions de carrière sur de la technique et des postes ont besoin aussi d'avoir des outils pour faire en sorte que les gens se sentent bien au travail, qu'ils aient des équilibres physiques, mentaux, sociaux. Émotionnel. Donc il y a un vrai sujet de santé en entreprise. 25% des salariés sont atteints de maladies chroniques. Il y a 11 millions d'aidants, dont 5 millions qui sont des salariés aidants. Donc si l'entreprise ne veut pas regarder ces sujets, on va continuer à être non efficient et à perdre des centaines de milliards parce qu'on n'a pas regardé les problématiques des gens qui composent l'entreprise. Et ça coûte beaucoup moins cher que certains investissements techniques, mais qui sont incarnés, qui permettent de justifier certains investissements. Mais investir sur l'humain et sur l'efficience d'une organisation, de ce qui semble invisible pour certains, mais ce qui l'est pour d'autres, c'est un vrai sujet de société. Je pense qu'il y a un changement de culture. Parce que je vois mieux l'entreprise travailler pour l'innovation et la transformation de systèmes que des institutionnels publics qui s'arrangent comme ils peuvent avec la dureté de ce système à bouger. Pour terminer cet échange, quel conseil toi tu donnerais à des personnes qui ont envie de devenir dirigeants, qui se posent plein de questions sur quelle approche et de quelle manière ils ont envie d'incarner la direction de leur entreprise? On vient de quelque part, on a une filiation, donc on n'est pas les premiers à le penser. Donc j'aurais dit ce que Nietzsche a dit. Deviens qui tu es. Il faut arrêter de se voiler la face ou de jouer un jeu. Tu vas être bien dans tes baskets, tu deviens qui tu es. Si chacun était le meilleur de soi-même, les organisations seraient plus efficientes et on gaspillerait moins. On n'est pas obligé d'être pareil que celui qui est en face. On doit accepter la différence. Mais à condition que l'autre fasse le travail de travail sur lui-même. Comme toi, tu dois faire le travail d'être le meilleur de toi-même. Donc le seul conseil, c'est ça, c'est de ne pas se voiler la face et remplir des cases. Merci beaucoup Alain. Merci.
Merci à vous. On se retrouve dans un prochain numéro de Future of Work. À très bientôt.